Depuis que la Russie a pris le contrôle de la Crimée en 2014, l'Ukraine a juré de reprendre un jour son territoire. Cela semblait impossible pendant des années. La mainmise de la Russie sur la région était tout simplement trop forte, et lorsque Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Kiev a été contraint de concentrer ses efforts ailleurs pour éviter que d'autres régions ne tombent sous le contrôle du Kremlin. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Ukraine a inversé le cours de cette guerre, elle prend rapidement de l'ampleur. Et tout à coup, la libération de la Crimée ne semble plus être un rêve irréalisable, mais une possibilité très réelle. Alors que les forces ukrainiennes coupent lentement mais sûrement les connexions qui relient la région à la Russie, elles affaiblissent l'emprise du Kremlin et ouvrent potentiellement la voie à quelque chose de bien plus grand. C'était attendu depuis longtemps. Il y a plus de 10 ans, le président russe Vladimir Poutine a ordonné la prise de contrôle forcée de la péninsule de Crimée. Il a soutenu que c'était ce que le peuple voulait, et que la Crimée avait toujours été, et devait toujours rester russe. Beaucoup de personnes dans la région et ailleurs en Ukraine étaient fortement en désaccord, mais l'opération de Poutine a été planifiée et exécutée de manière étonnamment efficace, laissant à Kiev peu d'options, si ce n'est d'accepter à contre-cœur la nouvelle situation. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé des années plus tard, en 2022, la Russie a tiré parti de son contrôle sur la Crimée. Elle a déployé troupes, défenses aériennes, bombardiers et d'autres moyens dans la région pour attaquer sans relâche le sud de l'Ukraine. La péninsule a été effectivement transformée en rampe de lancement militaire, et elle s'est révélée cruciale dans les premiers jours, lorsque les forces du Kremlin progressaient rapidement dans des endroits comme Kherson et Zaporizhia. L'Ukraine s'en est rendu compte, et a commencé à cibler activement la Crimée, dès qu'elle en avait l'occasion. Nous avons vu des attaques contre la flotte de la mer Noire dans la ville portuaire criméenne de Sébastopol, ainsi que des frappes sur le pont du détroit de Kertch, qui relie directement la péninsule à la Russie continentale. Mais ces attaques étaient souvent sporadiques, et il était difficile pour l'Ukraine d'exercer ou de maintenir une pression soutenue sur la région. Même en subissant des dégâts ou des pertes dans la région, la Russie avait souvent le temps de se rétablir, réparer et reconstituer ses forces sur place, utilisant plusieurs routes d'approvisionnement clés. Elle utilisait le pont et des ferries ferroviaires pour transporter des cargaisons et fournitures importantes à travers le détroit. Le Kremlin a aussi créé des corridors terrestres et des voies serrées reliant les régions russes à la Crimée via les territoires occupés. Avec ces options à sa disposition, l'armée russe a pu pendant des années maintenir une présence importante sur la péninsule. Même lorsque les approvisionnements diminuaient, ou lors de frappes de drones et de missiles ukrainiens, il était toujours possible d'acheminer rapidement du personnel, munitions et ressources dans la région. Aujourd'hui, la situation a totalement changé. Concernant le pont, on pense que les commandants russes sont désormais extrêmement réticents à s'en servir pour acheminer troupes ou matériel militaire. Cela s'explique surtout par les nombreuses frappes réussies de l'Ukraine contre la structure au fil des ans, y compris une explosion massive en octobre 2022 qui a provoqué l'effondrement de plusieurs parties de la route, une autre série d'explosions en juillet 2023, une tentative de frappe de missiles en août 2023 et une attaque sous-marine à l'explosif en juin 2025. Même s'il n'y a pas eu d'explosion ou d'incendie documenté depuis lors, le pont est dans un état d'alerte rouge quasi permanent, car les drones et missiles ukrainiens pourraient surgir à tout moment à l'horizon et envoyer des pans entiers de la structure dans la mer. En effet, pas plus tard que le 16 mai, la circulation sur le pont a dû être suspendue pour des raisons de sécurité pendant 11 heures, avant que le service normal ne reprenne. La fermeture a causé de longs retards pour une douzaine de trains, une situation désormais fréquente. Le pont suspend fréquemment ses opérations dès que des drones ou missiles ukrainiens sont repérés en Crimée ou à proximité. Sans le pont, la Russie a utilisé de nombreux ferries ferroviaires pour transporter personnes et marchandises à travers le détroit de Kertch. Alors l'Ukraine a commencé à les éliminer un par un. Et début avril de cette année, le dernier ferry, nommé Slavianin, a été mis hors service. L'agence de renseignement militaire ukrainienne, le GUR, a publié des images de l'attaque, montrant des flammes et de la fumée s'échappant du navire. La même nuit, les forces de Kiev ont également frappé le port russe de Kavkaz, situé dans la région de Krasnodar Krai, envoyant un message clair à leur ennemi que le passage des approvisionnements militaires à travers le détroit de Kertch ne serait plus autorisé. Ne pouvant utiliser le pont ni la voie navigable, les forces russes n'avaient qu'une option. La seule façon d'acheminer des approvisionnements du continent vers la Crimée était de passer par les régions occupées,
via l'autoroute M14, aussi appelée autoroute de Mariupol. Cette autoroute traverse le sud de l'Ukraine, reliant Odessa à l'ouest, à la frontière russe à l'est, à la limite de la région de Donetsk, en passant par les grandes villes de Kherson et Mariupol. Comme la Russie contrôle une grande partie de la région de Donetsk, elle a pu s'emparer de cette autoroute et l'utiliser à ses fins. Elle pouvait envoyer chars, véhicules de combat d'infanterie et transports de troupes le long de la M14 via Mariupol occupée, quitter l'autoroute, puis traverser la frontière régionale vers la Crimée. Pendant des années, cela a fonctionné. L'autoroute était souvent encombrée de véhicules russes, de soldats et de ravitaillements vers la péninsule. L'Ukraine ne pouvait pas agir, la route étant éloignée du front et bien défendue. Les drones ukrainiens ne pouvaient pas vraiment voler assez loin pour frapper l'autoroute de façon régulière, et ces forces devaient donner la priorité à d'autres endroits et à des cibles plus importantes. Mais en 2026, c'est une toute autre histoire. Désormais, l'Ukraine n'a pas seulement appris l'art de la guerre par drone, elle l'a maîtrisé. Elle dispose de drones, plus grands, plus performants et plus percutants que jamais, capables de parcourir de plus longues distances et de frapper plus fort que leurs prédécesseurs plus primitifs. Et l'Ukraine utilise ces drones avec une redoutable efficacité, transformant la M14 en véritable autoroute vers l'enfer pour les Russes. Tout cela s'est produit incroyablement vite. Le 11 mai, des blogueurs militaires et propagandistes russes ont soudainement tiré la sonnette d'alarme, rapportant que des drones ukrainiens avaient été repérés le long de l'autoroute, et qu'ils étaient désormais capables de parcourir les 160 à 200 km, soit 100 à 124 miles nécessaires pour traverser les lignes de front et atteindre cette artère vitale du réseau d'approvisionnement du Kremlin. Les jours suivants, ces blogueurs ont frénétiquement partagé des vidéos et images de véhicules calcinés et d'incendies le long de l'autoroute, conséquence des frappes de drones ukrainiens dans la région. L'un de ces blogueurs, Alexei Ivov, a qualifié les attaques de signal extrêmement inquiétants, avant de poursuivre en disant « L'ennemi commence à atteindre l'artère logistique clé, utilisant des drones longue portée dotés de la technologie satellite Starlink pour frapper des cibles loin du front. » Un autre blogueur, Vladimir Romanov, a déclaré que la section Mariupol-Berdiansk de la route n'était plus une route de l'arrière, suggérant que l'autoroute devenait un endroit de plus en plus dangereux, alors qu'il partageait des images d'un camion-citerne en feu au bord de la route. L'Ukraine a aussi diffusé des rapports et images de frappes de drones réussies dans la région. Pour être plus précis, la brigade Azov a écrit sur Telegram que les drones ukrainiens étaient désormais capables de patrouiller les routes et de frapper des cibles jusqu'à 160 km derrière les lignes de combat, lançant un avertissement sévère aux ennemis présents dans la région. Le premier corps de la base navale Azov continue de créer une zone sanitaire pour la logistique russe. La profondeur des frappes va augmenter, et l'Ukraine a tenu sa promesse. Depuis la parution de ces premiers rapports, la M14 est devenue l'un des endroits les plus dangereux de tous les territoires occupés pour les soldats russes et les véhicules militaires. Nulle part n'est sûr, car les drones ukrainiens ne sont jamais très loin. Équipés de suffisamment d'explosifs pour détruire des chars et des véhicules d'infanterie, ces drones kamikazes n'ont aucun mal à éliminer de simples camions de transport et véhicules de transport de troupes. L'autoroute ressemble de plus en plus à une zone de mort plutôt qu'à une ligne d'approvisionnement. Le blogueur russe Maxime Kalachnikov la comparant même au champ de bataille d'Afghanistan. La route terrestre vers la Crimée rappelle de plus en plus celle de l'Afghanistan des années 80. Les carcasses de véhicules détruits sont éparpillées le long des routes. L'ennemi perturbe l'approvisionnement avec des drones. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie, et cela ne va faire qu'empirer. Avant d'expliquer comment et pourquoi, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Nous décryptons l'actualité ainsi chaque semaine. Les commandants ukrainiens savent que la M14 et ses routes adjacentes sont les seules voies restantes pour la Russie vers la Crimée et comptent couper ces lignes d'approvisionnement par tous les moyens. Les habitants signalent que l'autoroute de Mariupol brûle et que les équipements militaires ne peuvent plus l'emprunter en sécurité. En réponse, certains blogueurs militaires russes et commandants tirent la sonnette d'alarme, appelant d'urgence à renforcer les défenses et à installer de nouvelles mesures anti-drones dans la région, comme des filets de camouflage pour couvrir la route et créer une barrière entre les drones au-dessus et les véhicules en dessous. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a eu aucun signe de mise en place de filets ou d'autres protections anti-drones. Le seul développement important côté russe a eu lieu le 21 mai, lorsque Vladimir Saldo, gouverneur de Kherson,
a signé un décret restreignant temporairement la circulation des véhicules de fret sur une partie de ce que la Russie a commencé à appeler l'autoroute de Novorossia, ou autoroute de la Nouvelle-Russie. Saldo a précisé que seuls les véhicules militaires et les camions de marchandises essentielles peuvent emprunter cet itinéraire. Sa décision a suscité la confusion, un blogueur affilié au Kremlin affirmant que cela facilitera encore davantage la tâche des opérateurs de drones ukrainiens pour frapper des cibles militaires le long de l'autoroute, puisqu'ils n'auront plus à se soucier de distinguer les véhicules militaires des véhicules civils. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que le décret de Saldo prouve l'efficacité des tactiques ukrainiennes. La décision de Saldo de limiter la circulation sur la M14 montre que les frappes ukrainiennes ont rendu cet itinéraire bien plus risqué et affecteront probablement la logistique russe dans l'Ukraine occupée. Moins de véhicules sur la route exposent non seulement les soldats en Crimée, mais aussi les civils de la région. En effet, nous avons déjà atteint un point où la Russie a été contrainte d'introduire un système de rationnement du carburant pour les voitures dans la ville portuaire de Sébastopol. Là-bas, le 23 mai, les agences de presse ont rapporté que le gouverneur local, Mikhail Razvozayev, a révélé qu'en raison de défis logistiques non précisés, les ventes de carburant dans la ville, qui est la plus grande de toute la Crimée, ont été limitées à seulement 20%, 20 litres ou 5,3 gallons par véhicule jusqu'à ce que la situation s'améliore. En conséquence, l'ambiance et le moral sur toute la péninsule continueront de chuter, et si l'Ukraine maintient son intensité, il pourrait bientôt devenir totalement irréaliste et insoutenable pour la Russie de continuer à compter sur la M14. Si cela arrive, le Kremlin ne pourra plus acheminer de fournitures en toute sécurité vers la Crimée. Ensuite, l'Ukraine devra éliminer les soldats russes restants et les installations militaires de la région, sans se soucier du remplacement des équipements endommagés ou détruits. C'est déjà en train de se produire. Un rapport détaillé du média ukrainien Noviny Live révèle que les forces de défense ukrainiennes frappent activement les systèmes de défense aérienne à travers la Crimée, avec une intensité et une régularité accrues ces derniers jours, forçant l'ennemi à déplacer les quelques systèmes qui lui restent encore. Dmytro Pletnyuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a confirmé que les forces du pays ciblent les radars et les lance-missiles russes. Et il y a eu de nombreux rapports au cours de l'année écoulée, en particulier faisant état de la destruction ou de l'endommagement d'importants moyens de défense aérienne, notamment des systèmes S-300 et S-400, ainsi que des radars Nebu. Pletnyuk indique que davantage de fenêtres s'ouvrent pour que drones et missiles ukrainiens traversent le ciel de Crimée et frappent en plus de cibles. Ce qui suggère que soit les défenses restantes de la Russie sont inefficaces pour empêcher les forces de défense ukrainiennes d'agir, soit il existe effectivement une certaine forme de pénurie. Il a ajouté que les frappes et la pression sur la flotte de la mer Noire empêchent à la Russie de déployer efficacement ses navires. Aucun navire n'est actuellement en mer. Les forces du Kremlin ne peuvent ni même pas compter sur leurs navires de guerre et croiseurs lance-missiles pour défendre la Crimée occupée. Avec moins de défense aérienne pour protéger ses infrastructures et installations militaires, la Crimée devient plus vulnérable aux attaques aériennes. Cela a été confirmé par l'expert ukrainien en aviation Anatoly Krupczynski lors d'une interview avec NV Radio le 19 mai. Selon Krupczynski, l'Ukraine commence à considérer les moyens russes en Crimée comme des proies faciles pour des attaques sans pilote, ajoutant que Kiev utilise à la fois des drones aériens et navals pour anéantir ce qui reste des défenses côtières du Kremlin. La Crimée est désormais à notre portée. Les Russes le savent, malgré leur tentative d'y renforcer la guerre électronique et la défense aérienne. Il a ajouté qu'avec la hausse de ces attaques, la Russie perd peu à peu la capacité de protéger ses installations sur la péninsule. Il a cité par exemple les nombreuses frappes réussies sur l'aérodrome de Belbek, où l'Ukraine a récemment réussi à détruire un système de défense aérienne Pantsir S-2, ainsi que plusieurs autres infrastructures, et a par le passé éliminé des avions intercepteurs MiG-31, ainsi que d'autres moyens ennemis importants. En résumé, selon l'expert, la Crimée est vulnérable et l'Ukraine a atteint la parité aérienne, pour l'instant grâce à des drones plutôt qu'à des avions pilotés. Mais la parité n'est qu'un début. L'Ukraine ne veut pas simplement être à égalité avec la Russie en Crimée, elle veut chasser l'ennemi de ce territoire une bonne fois pour toutes. En effet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir son pays entièrement rétabli, avec chaque parcelle de terre saisie par la Russie, rendue à son propriétaire légitime. Cela inclut non seulement les territoires de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia, mais aussi la Crimée.
Bien que loin du front, la Crimée paraît désormais l'un des territoires les plus faciles à libérer pour l'Ukraine. Ses forces isolent la région, détruisent ses défenses et rendent son maintien quasi impossible pour la Russie. C'est un énorme problème pour Poutine, en particulier, qui en a fait l'une de ses missions personnelles d'intégrer la Crimée à la Russie. Cela devait constituer son héritage, une des raisons pour lesquelles il serait vu comme l'un des plus grands dirigeants russes. Pendant des années, il pensait avoir réussi et s'en être tiré. Et il s'est délecté de l'admiration des innombrables Russes, qui depuis sont venus s'installer dans la région, où y passer des vacances d'été ensoleillées. Ce que Poutine voyait comme sa plus grande victoire devient aujourd'hui sa défaite la plus embarrassante. L'Ukraine reprend le contrôle et détient effectivement l'avenir de la Crimée entre ses mains, mais il reste à voir ce qu'elle décidera de faire ensuite. Certains souhaitent un siège massif du territoire, avec des troupes ukrainiennes reprenant de force ce qui leur appartient. Cependant, cela ne devrait pas arriver de sitôt. Cela serait totalement en contradiction avec la stratégie globale de l'Ukraine, et son objectif de tirer le meilleur parti des ressources dont elle dispose. Un assaut contre la Crimée nécessiterait beaucoup de troupes et de ressources, ouvrant des brèches le long des lignes de front, dont la Russie pourrait tirer parti. Aucune voie claire ne permet d'accéder à la région. L'Ukraine devrait d'abord reprendre les terres perdues dans la région de Kherson, avant de poursuivre son avancée vers la Crimée. Il est plus probable que nous voyions une attaque aérienne continue et intensifiée sur la région. De plus en plus de drones seront aperçus survolant l'autoroute de Mariupol, prêts à frapper tout véhicule militaire russe qui oserait s'y aventurer. Les forces de Poutine pourraient bientôt ne plus pouvoir utiliser cette route, aggravant le chaos régional car l'acheminement du carburant, de la nourriture et des munitions ralentirait fortement. En attendant, les drones et missiles ukrainiens continueront probablement à détruire des équipements militaires à travers la péninsule, sapant le contrôle du Kremlin et prouvant aux habitants que même la puissante armée russe n'est finalement pas capable de les protéger. Et ce n'est pas qu'en Crimée que l'Ukraine progresse beaucoup. Découvrez comment les forces du pays progressent rapidement et renversent la situation sur la ligne de front dans cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour voir comment Poutine fait également face à une perte de contrôle potentiellement fatale pour son régime sur les régions de l'extrême-orient russe, avec la Chine et la Corée du Nord prêtes à porter le coup de grâce. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages de dernière minute, d'analyses et d'informations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres grands conflits à travers le monde. Et merci de nous avoir regardés.